Salut à tous, on se retrouve pour un petit exercice de tier list. Je suis Robin et je suis avec Ludo. Tous, et oui, on se retrouve avec la tier list Briscard, et là, cette fois-ci, on va s'attaquer aux mercenaires. Et ça va faire un peu mal, hein, parce que Mercenaires, vous savez que c'est une faction qu'on aime bien. C'est une faction dans laquelle on va chercher les références qui manquent à notre faction. Et c'est une faction plein de richesses, mais aussi avec quelques faiblesses. Alors, c'est comme d'habitude, on va essayer de donner notre avis en les classant entre elles. Bien sûr, vous avez complètement le droit de ne pas être d'accord, c'est même mieux. Et puis, si vous avez la foi, vous argumentez un petit peu le pourquoi du comment on est passé à côté d'une référence, ou au contraire, que vous trouvez qu'on trouve trop fort une référence, que vous trouvez tout à fait gérable, voire misérable, hein. Il ne faut pas hésiter. Exactement, c'est pas exhaustif, et on souhaite aussi construire ça avec vous. Si vous avez des modifications sur quelque chose, n'hésitez pas à nous le dire. Exactement. Alors, on entame avec Baxter. Baxter, donc, c'est une figurine à 7 points d'action. Moi, ça m'a toujours dérangé pour 80 points. Ah non, elle a 8, je dis n'importe quoi. Non, c'est qu'elle tape à 3 PA, c'est ça, c'est ça. PA, Elle 3 tape à PA. 3 PA pour 7 dégâts, ce qui est beaucoup, hein, 7 dégâts pour une figurine à 80 points. Mais du coup, elle ne tapera que 2 fois. Elle est plus pensée sûrement pour contre-attaquer. 5 de mouvement, des stats moyennes pas trop mal. Bien qu'il y ait une dextérité un petit peu en dessous. 26 points de vie, c'est honnête. Mais au sein de la faction, on a des choses en chien qui sont bien meilleures. Moi, j'avoue que j'ai tendance à vouloir le mettre en C tiers. Qu'en penses-tu, Ludo? Moi, je le mettrai en B parce qu'il a une chose sur lui qui est le rossignol, qui fait qu'il crochette sur du 2+. Et je Et- pense de plus en plus qu'il manque ce genre d'objet pour faire des scénarios facilement, tu vois, sur une ou deux refs. Juste pour pouvoir faire des rush scénarios. Bon, après, ça dépend du scénario que tu as en face. Dès que quel scénario tu t'en fous un peu, que ce soit du crochetage. Mais je trouve que parfois ça peut être intéressant. Ouais, mais est-ce que on n'a pas d'autres refs sur ce genre de choses qui coûtent beaucoup moins cher et qui le font 10 fois mieux? C'est vrai. C'est vrai. Certains journées, les chiens coûtent moins cher et tout ça aussi, Même, hein. même Mae, elle peut crocheter sur du 2 plus aussi, hein. Ouais, mais arrête de comparer tout le temps par rapport à Dieu. C'est. Mais oui, mais on compare au sein de la même faction. C'est-à-dire que si je le mets Et lui en B, il va y avoir combien de S tiers, quoi. c'est vrai. Donc on va mettre en C. Pour moi, je peux C'est pas plus compliqué, hein. C'est plus compliqué, c'est le premier. Parce que les autres Ouais. vont se caler, etc. Donc oui, bon, on va le mettre en C. Et on modifiera au fur Oui, et à si on n'est pas d'accord, on reviendra modifier un peu. Bien sûr. Le deuxième, c'est Black Hawkins. mesure. Ouais. Black Hawkins, c'est un daron à 117 points, qui a des stats moyennes plutôt élevées, une bonne mobilité, qui tire pas mal au flingue mais avec beaucoup de dégâts aléatoires, hein, tu 1 d 5 plus 2 dégâts, et qui peut tirer aussi, dans mes souvenirs, il peut tirer au corps à corps, hein. Oui, voilà. Une fois Ok. aussi, je sais pas si tu te rappelles de Bogdan. T'avais plus un mage par tromblon. Bah lui, c'est pareil. Oui, Donc du coup, il doit avoir 4 dégâts pour 5. j'avoue, il a un des dégâts plus un d 5, ok. Mais, ok. Qu'est-ce que tu penses de cette rêve, toi? Je pensais pas mal dans une méta de tir, etc. Mais j'ai un peu du mal à le jouer. Peut-être qu'il y en a qui y arrivent mieux. Je sais qu'il y en a qui adorent le jouer, qui le trouvent super fort. Mais moi, perso, je le mettrais en B. Ouais, moi j'ai des problèmes avec ce perso, c'est son coup en point. En fait, tout ce qu'il a est plutôt bien. Le fait d'avoir 5 de constitution, 5 de dextérité pour un tireur, c'est pas mal. 29 PV, c'est loin d'être mauvais. 5 de mouvement, c'est super. 9 PA, c'est beaucoup. Il tire plutôt bien, puis au sein de la faction on a des combos pour faire tirer plus, mais des dégâts aléatoires dans une faction qui n'a pas de magie pour avoir des relances ou des choses comme ça, c'est très très frustrant, parce que si vous faites le 1 sur les dégâts, bon bah voilà, ça fait un tout petit dégât. Par contre si vous faites le 5, oui bah là c'est la fête du slip, donc vous vous en remettez 100% à la chance sur une pièce qui coûte très cher. Alors que dans la faction on va avoir beaucoup de tirs qui sont extrêmement stables, et beaucoup plus faciles à fiabiliser et à rentabiliser. Du coup l'aléatoire qu'il y a autour de tout ça, moi me gêne, et c'est vrai que je te rejoins. Je pense qu'en bêtière, il a sa place. Parce qu'après, il garde un kit de stats et d'options qui en font un daron tout à fait correct. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. On va arriver à la fameuse Bonnie. Euh, Bonnie Heart. Alors, Bonnie Heart, c'est 112 points. Bonnie Heart, elle a une règle spéciale pour recruter quelqu'un. C'était avant les règles de mercenaires, entre guillemets. Mais donc, du coup, elle la garde, entre guillemets, cette carte. Elle a 10 points d'action, ce qui est énorme dans le jeu. 6 de mobilité, ce qui est complètement dément.
26 points de vie, c'est pas énorme, mais c'est ok. Et après, bah, elle a un pistolet à silex, le fameux pistolet à 4 dégâts que la moitié des mercenaires vont avoir. Et elle fait des dégâts au corps à corps de 5 qui sont pas indexés sur sa force ou insta, donc qui sont pas modifiables en soi, qui est plutôt honnête, surtout quand on sait qu'on a 10 points d'action. C'est une pièce qui peut un peu tout faire, elle n'est pas ultra tanky, mais du coup elle va pouvoir esquiver sur un 9. Elle est vraiment pas mal, mais encore une fois, elle va souffrir de quelques refs qui vont avoir des choses assez similaires, en moins bien sûr, mais qui vont valoir beaucoup moins cher. Exactement. Parce que pour ce qu'elle propose, 112 pièces d'or, c'est quand même considérable, hein. Oui, D'autant plus qu'elle a que 3 en constitution, c'est-à-dire que si elle a plus de points d'action, ben, elle est morte. elle, elle tombe. Si ses points d'action tombent à 0, ouais, j'avoue que ça va tomber très vite. Du coup, tu la mettrais où toi, Ludo? Je le mettrai en B, parce qu'elle est quand même efficace en scénario avec ses 6, plus une très bonne dextérité, 10 points d'action. Je suis d'accord. Elle peut courir très vite, mais une fois qu'elle se fait attraper, généralement c'est fini. Je suis complètement d'accord avec cette analyse. Ouais, moi aussi, je la mettrai en B. On va passer à notaire, à commode, pardon, donc le porteur de la commode de commode et notaire du duo pack des mercenaires. Alors commode, c'est un peu c'est des socles imposants qui ne sont pas pour autant des socles des colosses. Il vaut 130 balles, il a des stats moyennes plutôt bien avec 7-2, 6-2. On voit qu'il s'est très tranché comme profil, pardon. 30 points de vie, ce qui n'est pas non plus énorme sur ce genre de socle, mais qui est quand même honnête. Des options pour faire des dégâts qui sont plutôt bonnes. Et après, les règles sont en réaction avec notaire. J'ai intégré le duo pack en entier à mettre dans la tier list. Du coup, je préfère mettre de côté les règles qui sont sujettes au fait que notaire soit dans la liste. Qu'est-ce que tu penses du profil pour ces 130 points? Je trouve que c'est une très bonne solution pour des factions qui n'auraient pas de d'imposants en fait, hein. Sans parler de colosse. Une des 4 dégâts pour 1 PA, donc ça fait pour 2 PA ça en fait 8. Il y a une règle qu'il a également écrite qui est super intéressante si tu veux le recruter dans d'autres factions. Donc il va devenir de la faction, par exemple il peut devenir un Sundar. Oui, Je sais oui, pas si c'est écrit sa propre carte ou si c'est écrit sur l'autre. Et puis voilà quoi, je trouve que c'est un très bon imposant. Relation qualité-prix, je trouve que c'est vraiment bien. d'accord. Moi, je suis un peu plus modéré. Je trouve on a d'autres pièces qui sont très intéressantes aussi au sein des mercenaires. Mais c'est vrai que j'avais pas raisonné en tant qu'embauché ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, J'avais raisonné au sein de mercenaires, au sein de la faction mercenaire. Je trouve que, par exemple, le Rutor non colosse est un petit peu meilleur que lui sur quasi tous les aspects. S'il n'y a pas notaire dans la liste. c'est ça. En fait, moi la réflexion, par exemple, j'avais ça en Ligue 1 quand je voulais pas me payer un colosse qui coûtait dans les 200 pièces d'or. Je voulais entre les deux à quelqu'un à 130, et ben je pensais plutôt à lui en fait. Oui, voilà, par exemple, ouais. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord sur cette analyse. Du coup, tu veux qu'on classe selon quels critères? Parce que ça veut dire que tout le reste, faut qu'on classe en fonction de ça, en fonction de qu'est-ce qui se passe quand on les embauche ailleurs. Bah, je pense qu'on va faire dans l'absolu un peu en fonction de tout, donc en fait ça lui permet d'être en B, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que c'est une ref qui a tout à fait sa place, qui a des bons atouts, mais qui pour autant n'est pas non plus insane. Elle peut l'être dans certaines listes à thème, elle peut l'être sur, comme tu dis, des listes avec des nommés ou quand vous compotez avec des effets sur votre propre faction. C'est ça, c'est ça. Ça peut Donc on dit vraiment pas, être pas. donc on dit pas que c'est complètement nul, mais on dit que ça peut être utile en fait dans certaines visions du jeu ou dans certaines. Complètement. Bah, typiquement, on peut penser qu'avec un Marouti, s'il se fait protéger par Marouti, que lui-même peut prendre des dégâts de temps en temps ou quoi, ça peut être assez fou en fait, hein. Ça peut faire des combos qui peuvent être très intéressants. Donc oui, non, il peut être assez dingue en fonction de la liste que vous construisez. Mais au sein de mercenaires, sans notaire, il n'est pas non plus insane quoi. En rapport qualité-prix, dégâts-prix. Voilà. On va passer un petit peu au picoleur. Quel est son nom déjà, celui-ci? C'est l'un des premiers colosses, si ce n'est le premier colosse révélé à la communauté Briscard. Quel est son nom? J'ai oublié. Colosse. Catolos. Pardon. Côte à l'os. Kotalos, pardon. Oui, Kotalos, donc la fameuse attaque de rapière pour 1 PA à 5 dégâts alors qu'on a 9 points d'action. Le statut de colosse, 8 de constitution, 7 de force.
4 de mouvement, on est quand même sur un colosse qui coûte 185 points, donc qui n'est pas dans le haut du panier en termes de prix, qui est plutôt dans les plus abordables. 38 points de vie, on a des vraies stats très intéressantes. Et en fait on a un combo assez intéressant, c'est que s'il ceinture, il va pouvoir marteler d'attaque à 1 dégât, enfin pardon, à 1 PA qui font 5 dégâts, et qui reviennent du coup à 2 PA pour 10 dégâts, ce que peu de colosses ou de grosses figurines peuvent se permettre de faire en ratio PA dégâts. Il y a la baleine avec des buffs qui peut le faire, mais pas en nature. Lui c'est en nature, et vous ceinture, il peut taper 8 fois 5 dégâts, il peut faire donc 40 dégâts. Exactement. Euh, Sauf s'il y a un spike, mais ça on en a déjà parlé dans une autre vidéo. oui, oui voilà, si tu mets un spike, typiquement, tu peux monter à... c'est plus combien spike les dégâts? 1. Plus 2. Jusque plus 2. Ah ouais, donc ah oui d'accord, donc tu fais 7 fois 8 dégâts. Oui. Ok. Bah voilà, bah je pense qu'il a pris un buff grâce à Spike. Spike l'a rendu un peu insane. Ouais, bah en fait, c'est un perso à combo, c'est un perso à penser dans sa compo. C'est un perso qui inverse les dés aussi, les 1 sont des 10, les 10 sont des 1. Exactement. Ouais, il y a des choses à faire autour de cette référence, c'est évident. Euh, Après ses stats, quand même il garde un 5 de dextérité. Malheureusement avec le 1 de mental, ce sera très compliqué de le recycler en scénario sur certains scénarios, hein. Après il y a le scénario où il faut taper des trucs, oui il sera complètement là. Mais oui effectivement ça fait un petit peu ce genre de choses. Tu classerais où toi cette ref? Ah, entre A ou B, je te laisse décider où est-ce que tu le mettrais. Je pense que c'est le premier A pour moi, parce qu'effectivement le fait que tu puisses comboter avec le nouveau Spike, que le fait que tu puisses faire beaucoup de dégâts, que tu aies une menace tout le temps sur la table avec une constitution de 8 et un pool PV qui est tout à fait honorable, il est vraiment intéressant, il est vraiment bien. On peut aussi l'imaginer dans des factions un petit peu où tu as accès à des génériques pas chers, comme chez Dodger, tu vois, des choses comme ça, où tu ceintures et lui il vient et mitraille de coups de rapière jusqu'à la mort littéralement, quoi. Ouais, il est pas gratuit, c'est-à-dire qu'en fait, pour le rendre efficace, ça va réfléchir un peu, mettre des choses en place. Mm, mm, Peut-être mm. mettre un petit Virgus qui va saturer pour 0 PA, tu vois, avec, et puis hop, c'est parti. Complètement, ouais, complètement. C'est une figurine qui aime les combos. Parce que sans combo, on en a peut-être pas assez parlé, mais la défense s'effectue à 2 dés de base contre cette attaque. Ça veut dire que les coups de rapière du mec bourré ne touchent pas. Enfin, le mec aura bonne chance de parer ou de faire des esquives sur vos attaques, ce qui est très problématique parce qu'il faudra payer des mouvements supplémentaires ou des choses comme ça, vu qu'il n'a une portée de corps à corps que de 1. Donc en fait, s'il n'y a pas de combo, son offensive est très limitée. Limite, faut donner des coups de poing ou des coups de boule pour être sûr de faire des attaques qui sont viables. Donc voilà, donc c'est un truc à avoir en tête, hein. Il est aussi puissant qu'il peut être faible, mais si le combo est respecté, il est ouf. On passe un petit peu au coupe-jarret. Le coupe-jarret, c'est l'assassin. Exactement. 78 points, on est dans ces mercenaires autour de 80 points. 5 de mouvement, 3-5, 3-4, c'est des stats moyennes qui sont très belles pour 80 points. 8 PA, 22 points de vie, c'est un peu léger par contre, mais ça colle bien avec l'esprit qu'on en a d'un assassin. Au corps à corps sur un, 3 dégâts pour un PA, 4 attaques maximum, et ça fait des saignements sur les critiques en plus. Bon, très bien. La super bot, c'est pour ça qu'on le joue, c'est pour l'assassinat. Pour 5 PA, on met le seuil des points de vie de l'adversaire au moment de sa barre de vie, sa barre de test de mental. Extrêmement fort, mais aussi extrêmement faible, parce qu'il y a des figurines qui n'ont pas ces ratios-là. Tout à fait. D'autres sont analgiques et du coup n'ont pas de barre de vie en fait, hein. Des dizaines des PV, ils ont pas. Ouais. Il feinte pour un PA, ce qui est très très fort. Crocheté, pas d'échec critique, c'est sympa. Et voilà. Quand il est à couvert, il est inciblable, donc ça en fait une figurine qui contre pas mal les gunlines aussi, indirectement. Mais bon, il donne pas ce buff aux autres, donc ça rend les autres plus attaquables, entre guillemets, hein, donc c'est pas pour autant hyper fort. Et c'est une figurine un peu comme Bonnie, quand il se fait choper, il est mort, quoi, tout simplement. Avec 3 de constitution et 22 PV, ça va à une vitesse folle. Même s'il a une belle esquive à 5 où il se barre de 2,5, ce qui est très 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 bien. C'est une figurine qui je pense est compliquée à bien jauger parce que dans Briscard, comme on choisit ses figurines au début du tournoi slash de la partie, on sait pas contre quoi on joue. Donc on peut estimer, se dire ouais comme ça je peux choper le daron adverse et lui faire un coup à 25 dégâts, 20 dégâts en fonction de si c'est un colosse ou quoi. Mais si il a de quoi contrer ça, et ben la qualité du coupe-jarret tombe tout de suite très bas. Et Ok. du coup c'est plus compliqué de le rentabiliser. Alors il peut se recycler en scénario. Le fait que d'être inciblable s'il a cover, ça peut vraiment gêner aussi. Ça peut en faire une pièce un peu indépendante. À voir si dans ces cas là ça vaut pas le coup de l'équiper avec une arme à feu aussi, pour qu'il reste Ouais. inciblable et Et une qu'il bonne tire. dextérité, ça peut être sympa. À Ouais. voir comment l'utiliser. Qu'est-ce que tu penses de cette rêve toi Ludo?
Je pense qu'en fait il est dans la même famille que Baxter. C'est-à-dire, il préfère du scénario, etc. Mais il y a mieux que lui en fait, hein, pour son prix tout simplement. Là, t'es cruel, hein, t'es cruel. Je vais le mettre en C tiers, mais tu es cruel avec ce perso. J'hésitais avec le B tiers. Moi, je trouve que il a quand même des bons arguments et je pense que c'est le type de perso dont il faut penser l'équipement. Il faut passer dans le shop et regarder quoi lui mettre pour le Ouais, rendre c'est vrai. pour le rendre plus efficace par rapport à la mission en cours. Mais le fait qu'on le choisisse avant le déploiement et de savoir ce qu'il y a en face fait que parfois Peut-être un de il va poche. pas servir à grand chose, alors que d'autres fois il va être très important. Mais quand il va être très important, votre adversaire va mettre une cible sur sa tête et donc il va essayer de le tomber à tout prix. Bref, petit C tiers hein, pour cette référence pour le coupe-jarret. Ok. Bon bah je pense qu'on passe au premier S tiers. Hier, sans discussion. On parle de Dixon bien sûr, l'ornithorynx. Alors Dixon, pourquoi est-il si fort? Pourquoi moi je le trouve dingo? Et c'est un des premiers mercos que j'ai joué. Hein. Il vaut 54 balles. Et pour 54 balles, vous avez une figurine avec un pistolet à silex et 8 points d'action, 24 points de vie, une mobilité réduite mais des stats moyennes qui sont correctes, surtout avec un mental de 5. Un mental de 5 quand on vaut si peu cher, c'est assez extraordinaire. Qui frappe quand même à 4 dégâts au corps à corps. Euh, et en plus, il empoisonne sur les critiques au corps à corps. C'est quand même assez fou qu'il ait autant de choses comme ça. Qui, Pour 50 pièces d'or. voilà. Et en fait, ce qui va le rendre divin. Alors déjà, en rapport qualité-prix, on est sur un rapport qui est bon. On est sur une figurine qui est plutôt bien. Mais ce qui va le rendre divin, c'est le fait qu'il a des tonneaux. Et ces tonneaux, c'est des compétences de support. Vous avez le choix entre trois tonneaux. Le premier, c'est la poudre, c'est celui que vous verrez le plus souvent. Les briscards de la bande de Dixon, lui compris, peuvent recharger les armes à feu de 1 PA de moins lorsqu'ils sont à 4 brasses de lui. Ça veut dire que vous gagnez un temps de recharge en PA qui est ouf, et ça augmente les dégâts indirectement et la défense de votre bande. Et puis ça veut dire que des figurines comme les puces ou quoi vont pouvoir multiplier plus de tirs avec le nombre de points d'action qu'ils ont. Donc c'est extrêmement fort si vous construisez autour d'une gunline. Dixon devient presque vital si vous partez sur une gunline. Mais une gunline même hors mercenaire, c'est-à-dire que si vous jouez, je dis n'importe quoi, mais chez Croco, si vous voulez jouer une grosse gunline, et ben vous pouvez vous amuser à intégrer un Dixon complètement. Hein. Moi je l'ai longtemps fait. Je pense qu'à partir de 3 armes à feu, ça devient intéressant, quoi. Oui, et puis surtout que lui ça marche sur lui-même, et il a une arme à feu qui est tout à fait correcte. Donc c'est vraiment pas mal. La deuxième tonneau, je l'avais joué à l'époque, c'est le Rhum. Une fois par tour, on peut relancer un test de morale quand on a 4 brasses de lui. À l'époque où je jouais énormément de Dodgers, 5 ou 6. Et j'aimais beaucoup cette règle-là parce que du coup, j'avais les relances avec le chapeau, j'avais les relances avec ça. Et donc du coup, je pouvais fiabiliser un petit peu mes créatures faibles, entre guillemets. Donc c'est aussi, c'est pas dégueulasse aussi pour cette valeur-là. Et enfin, il y a la nourriture qui permet donc d'utiliser des viatiques quand ils sont dans sa zone de contrôle, mais de être libre de tout adversaire. Ça, c'est un peu plus difficile à bien utiliser en partie, mais c'est pas non plus dégueulasse. En général, c'est les deux premières qu'on va beaucoup voir. C'est une référence folle, Dixon, et c'est une très belle figurine. C'est normal qu'ils prennent le premier S tier pour moi. Tout à fait d'accord. On arrive au journalier 2. Journalier 2, donc c'est le journalier qui a la portée de corps à corps de 2 qui allonge. Il vaut 70 points, donc c'est pour un générique c'est un petit peu élevé en coût. 5 c'est très beau, 3, 5 c'est très beau de nouveau, mental 2, ça c'est très bas par contre. 4 de mouvement, 8 PA, 26 points de vie, c'est très bien. 4 dégâts au corps à corps, c'est vraiment pas ouf, mais allonge. Allonge, ça rapporte du contrôle, ça permet de défendre aussi des objectifs, donc c'est vraiment pas mal. Par contre, sur l'échec critique, on repousse l'adversaire, enfin pardon, sur la réussite critique, et ça peut être problématique si vous voulez le tenir vraiment à portée 2, vous libérez presque, hein. Donc ça peut être à double tranchant. Et il a une botte qui met au sol l'adversaire pour lui faire dépenser son action gratuite pour se relever, et il a un ROM sur lui. C'est une référence qui a des qualités. La force de 5, on en avait parlé en scénario, ça débloque le scénario de la taverne par exemple. Notamment pour la table. Ouais, ça débloque certaines choses. Une constitution de 5, c'est vraiment pas mal en entrée. Par contre, mental 2, les dégâts et ce qu'il peut faire autour de ça, c'est pas folichon. C'est plus un gardien de scénario ou un acteur de scénario que vraiment une pièce à dégâts purs comme on aime bien chez Mercenaires. Moi, c'est une pièce que j'aime pas beaucoup. Toi, Ludo, je sais que tu la défends bien. Mais c'est une pièce qui a quand même des qualités. J'aurais tendance, moi, à la mettre en B tiers. Je sais pas trop un peu, toi, Ludo, où tu la vois. En Cette bêtière, règle. je pense, grâce à scénario qu'elle peut défendre. Ouais.
Et elle est pas ouf comme le prochain qu'on va parler. Alors là, on passe au prochain estière, c'est le journaliste 1. Alors, le truc, j'aime bien parce qu'il y a des refs, c'est même pas discutable, c'est juste estière, voilà, bon. Alors, le journal chien, pourquoi le journal chien? Pourquoi le journal chien à la plage? Tout le temps le journal chien. Pourquoi l'imitation 2 et pas l'imitation 7? Sinon, on en mettrait 7. Alors, 50 balles, le journal chien. Alors, qu'est-ce qu'il fait du journal chien? Le journal chien. C'est déjà 8 PA avec 26 PV. 4-3, 4-3 qui sont des stats moyennes plutôt bonnes. Un pistolet à silex. Le pistolet à silex, il vaut 15 points dans le shop, hein, dans l'inventaire. Donc lui, là de base, et un pistolet à silex, c'est 5 dégâts en portée courte. Il a 8 PA, donc il peut tirer 2 fois. Avec Dixon, il peut recharger, tirer une troisième fois. Si vous en avez rien à faire de sa survie, il peut tirer 3 fois à 5 dégâts. Ou alors il peut aller au corps à corps et taper 4 fois à force plus 1, soit 5 dégâts, 20 dégâts. Il bouge à 4 et il a un ROM qui peut lui sauver la vie dans une partie. Une Des fois par... fois, oui. Voilà, il peut relancer un test de mental et ça peut être très fort vu que son mental est à 7. Donc s'il doit le tenter, il a 60% de chance de le réussir. Ça, voilà, vous multipliez 2 fois les chances de réussite et là vous vous rendez compte qu'il peut réussir un test de mental, voire même un peu difficile grâce à sa relance. C'est une référence ultra polyvalente. Elle fait du scénario, elle fait de la baston, elle fait du tir, elle fait de la tankiness. Hein, elle peut tanker parce que 26 PV pour le tuer, PV, hein. ben, il faut investir. Hein. C'est ça. Il faut investir et Constit 4 ça a l'air de rien mais le petit 1 d'écart fait que on peut essayer de parer un petit peu mieux. Surtout que comme c'est une pièce pas chère, si on commence à investir dans une liste avec des pièces pas chères, on peut essayer de débloquer un surnombre qui va augmenter nos stats pour toucher et aussi nos stats pour défendre. Donc conclusion, C'est très bien. C'est très bien. bah, c'est une sorte de must-have, hein. Il est jouable partout, il est jouable dans n'importe quelle liste, il fait tout. Le Ah, journal est chien, pas de incroyable. comparaison qui est très simple. Prenez une figurine à 100 points, n'importe lequel, et comparez-le à deux journaliers chiens. Ouais. Voilà. Donc avec 16 PV, du coup ça en ferait 50 AE2. Il n'y en a pas beaucoup qui vont tenir la route. Ouais, c'est un peu le malaise autour de cette référence, c'est que c'est une référence qui vient, comme les références fortes dans les jeux, qui vient, comme tu dis, faire ça un peu faire bah, justement référence. C'est-à-dire que tu te dis, par rapport au journal des chiens, qu'est-ce que je vaux? Est-ce que je vaux 2 journaux des chiens? Est-ce que je vaux 3 journaux des chiens? Et ainsi de suite. Et c'est vrai que cette ref synergise très très fort avec plein de choses, parce que le moindre buff qu'on va lui donner, tu vois, tout de suite j'ai parlé au tir avec Dixon, mais il y a d'autres synergies qu'on peut faire autour avec le chien, qui fait que bah, c'est une super ref quoi, c'est juste une super ref. Moi j'ai Dans tendance toutes les à... factions, hein. Quand j'en avais joué un, à partir de là j'ai joué une doublette dans quasi toutes mes listes, au début. Il y a que les listes avec jouer du pur parce que tu combo comme les Sundar ou quoi, où j'ai tendance à pas en prendre. Mais quand je joue des listes basées un petit peu sur le surnombre, ouais, jouer pas mal d'actions et tout ça, il s'intègre mais à la perfection. Parce que tout de suite, il va pouvoir prendre des zones, il va pouvoir. C'est ce second couteau, c'est-à-dire que il est pas aussi fort qu'un Darwin à 150 points, c'est sûr, mais disons qu'il est juste derrière quoi. Il va réussir à faire plein de choses quand même. Quoi. Tout à fait. Ouais, grosse ref hein, le journal des chiens. Encore une fois, on vous en a fait la pub à chaque fois qu'on en a parlé. Hein. On passe à Kubilai V2. Kubilai V2 qui a été revu et qui a été revu un petit peu autour du contrôle et des dégâts. Forcément, donc ça nous parle. Je le cherche, mon petit Kubilai V2, le voilà. On Kubilai en fait V2. plus de feu et de gelure avec Voilà. ses haches Donc pour un prix de 58 pièces d'or. il vaut 58, donc c'est vraiment pas cher. 4-3, 4-3, 4, c'est exactement comme les journalistes chiens. 8 PA 24 PV, c'est un poil moins que le journaliste chien. Ouais, tu vois, on compare tout au journaliste chien. Au corps à corps, il tape à 4 dégâts avec ses deux haches. Et ces haches, il y en a une qui fait le feu. Ce qui est ouf, parce que bah du coup, test de mental 1 tout de suite. Et ça te fait un dégât à chaque La activation. figurine. Pour le surnombre, c'est très fort. Ouais. Et la gelure, donc moins 2 en mouvement, moins 2 pardon en dextérité. Vérité. Ce qui fait que dans certains match-up où vous voulez cramer les défenses de l'adversaire, vous pouvez vous amuser à faire ça pour que les esquives ou les mucus soient beaucoup moins efficaces. Ça vient avec le fait qu'il a plusieurs règles très fortes, donc il a son aller-retour, sa botte, qui permet pour 3 PA de taper avec les deux armes, ce qui fait qu'on économise un PA par rapport à deux attaques de base. Mais par contre, si le mec esquive la première, on perd la seconde, donc ça c'est un truc à bien gérer. Et le fait qu'il a ambidextre, qui fait que la première fois qu'il tape avec une action de chaque arme, ça coûte 1 PA de moins. Voilà. Tout à fait. Et tu vas pouvoir avoir contrer cette situation. Le feu va contrer le surnombre et la gelure plutôt l'élite. Donc il est vraiment suisse polyvalent à peu près contre tout quoi. Ouais,
Et puis il va pouvoir mettre tellement de coups de hache qu'à la fin aussi, même en dégâts purs, il est complètement généreux quoi. Et il peut les défendre à la place d'un leader féminin. Ouais, exact. Pas mal ça. Pas mal. Assez rare comme situation, mais pas mal. Donc Ok. pour Bonnie, ça peut être pas mal. Ouais, pour Bonnie, ça peut lui donner un mec qui défend en plus. Kubilai, c'est une menace dans nos parties. C'est très souvent une des premières figurines qu'on essaie de choper et de dégommer parce que ben elle menace trop. En fait, elle menace trop par son contrôle, par le feu, par les dégâts, par tout ça. On n'a pas envie de le laisser s'exprimer, on n'a pas envie de lui laisser faire tous ses combos. Donc on essaie de lui tomber dessus assez rapidement. Kubilai, tu le classerais où toi? Alors Kubilai, moi je pense qu'il est également en S tiers pour tout ce qu'il apporte, hein. Des solutions contre le surnombre et des solutions contre l'élite, pour son prix qui est pas très élevé. Je sais pas ce que toi t'en penses. Ouais, moi je pense aussi. Je pense que c'est une référence en effet. Si t'as un problème, t'as pas construit une liste qui gère le surnombre, t'as pas construit une liste qui gère un petit peu l'élite, ou t'as peur des hommes poissons, ou je ne sais quoi, ou des singes qui pourraient trop esquiver. C'est une référence qui s'intègre très bien. Par contre, à la différence des deux autres références qui sont en STR actuellement, il n'a pas d'action à distance à part lancer ses haches, mais du coup il les perd. Donc je vois lancer le hache, soit tu gagnes la partie là-dessus, soit tu le fais pas quoi. Et donc du coup c'est aussi un perso où il faut savoir zoner avec, et puis comme il a une énorme cible au-dessus de la gueule, voilà bon, il est compliqué à bien jouer. Mais l'avantage c'est que le fait qu'il ait aussi une énorme cible sur la gueule fait que l'adversaire va devoir le gérer, va devoir y penser, et ça laisse peut-être plus le champ libre à vos autres références en jeu. Voilà. Hmm. Un petit détail aussi qu'on n'a peut-être pas pensé. Avec les objets mercenaires, un mercenaire peut devenir une nana. Ah oui, Ok, donc donc il peut devenir une nana. Du coup, il peut défendre à la place de la leaduse. il peut défendre à la place de Angela, ouais, tout à fait. Aussi, petit détail. Ah ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Donc petit buff sur ce Kubilai V2. Je sais qu'il nous avait choqué à la sortie parce qu'on l'avait trouvé tellement polyvalent, tellement fort. Pour 58 balles, on s'était dit waouh, quel rêve quoi. C'est devenu un peu le troisième journal des chiens. Alors lui ne tire pas, mais il a quand même toutes les qualités de contrôle qu'on a énumérées. Vraiment une bonne rêve. On passe à l'épus. L'épus c'est le sniper, c'est le lapin qui a tué le chasseur. 74 balles. Des stats très tranchés, hein, 3, 6, 2, 4, avec 5 de mouvement. Il peut courir une fois par tour et ça ne stoppe pas son mouvement, son activation. Et, 8 PA, 22 points de vie, ça en est un peu dans ses profils très très fragiles, mais un fusil à 7-12 brasses qui tire à 7 dégâts, qui réduit le bonus de cover, et les deux ne sont pas des échecs critiques au tir. Donc une figurine assez puissante, même si aujourd'hui dans la méta, avec les dernières sorties, avec tout ce qui est sorti, on a moyen de faire des armes à feu complètement dingues qui font un petit peu de l'ombre à la puissance de l'Epus. Mais l'Epus reste quand même très fort, et il a aussi la règle apatride pour pouvoir Patride comboter aussi. très très fort avec les factions à combo. Exactement, exactement. Du coup, Et l'Epus, où est-ce que tu le mets pour toi? ah, j'hésite entre S et A. S tranché. Pour moi, c'est plus un A. Il n'a pas les qualités pour être en S à 100% parce qu'il a du mal à faire autre chose. Il Hmm. peut scénario un minimum, ça va dépendre de quel scénario parce qu'il a que force 2, hein. Quand il est au Oh, corps à corps, il est vite emmerdé, il faut qu'il réussisse à se sortir de là. C'est une figurine qu'on peut embêter facilement. Mais c'est une figurine, si on lui laisse le champ libre, elle peut commencer à mettre des dégâts insane à distance, et donc il faut la gérer. Comme elle a un en coût plus, qui est quand même à 74 balles, c'est un investissement quoi. Quand on part sur une chez liste contre les puces. le scénario, c'est-à-dire qu'il peut y refaire ses 10 brasses, kicker la caisse et revenir à 10 en arrière, hein. Oui, 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 il peut faire ça, hein, je suis d'accord. Mais c'est juste qu'il va partir avec des stats qui font que kicker la caisse va peut-être pas être si facile que ça. Ouais, c'est vrai. Mais oui, effectivement, si, il peut faire des choses. Je dis pas le contraire, attention, il peut faire des choses. Non, non, il est quand même en A, hein, c'est quand même une très bonne référence, hein. C'est, ouais, non, c'est une référence qui a complètement son rôle. En plus, comme on disait, hein, si on le rentre avec un, je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Avec ce bon vieux Dixon, il va pouvoir recharger pour 2. Comme il a qu'une balle dans le chargeur, il tire pour 2, il recharge, il retire, et il lui reste 2 pour une esquive par exemple, et il a tiré 2 fois, hein, potentiellement. Mhm, tout à fait. Ensuite, on passe à la meilleure figurine du jeu, ce qui est Mae. Voilà. On va dire S. Rang S, Mae, ultime Mae. Mae, elle est ici. Mae, pourquoi est-elle ultime? Mae, parce qu'elle a elle vaut 50 soulstone, presque. 50 balles.
Elle est 3-6, une stat à 6 sur une figurine à 50. Force 3, mental 5, très gros mental, 5 de mouvement, 8 PA avec 26 PV. 26 PV pour un standard Sundar, c'est très très élevé. Hein. Donc en fait, elle a déjà des stats qui sont un petit peu folles pour le coup. Elle tape avec un canif de poche jusqu'à 4 fois pour 3 dégâts. Elle lui permet de crocheter sur du 4+, de feinter pour 1 PA et de voler pour 1 PA, ce qui donne plein d'options de scénario. Elle est apatride, enfin elle est apatride avec les Sundar. Si elle est recrutée par les Sundar, elle compte comme une Sundar. Et elle Les a un relance. violon que vous trouvez dans le livre de campagne, il faut bien le chercher, et ce fameux violon fait que elle peut faire relancer une fois par partie un test de mental réussi adverse, ce qui peut être excessivement fort en fonction de la situation. Moi ça m'a déjà changé des parties, hein. Et puis ça met une pression folle, on sait que si Mae est dans le coin, on va avoir ce défaut là. Mae c'est un peu une boîte à outils à tout faire, c'est une pièce de scénario avant tout, mais en fait elle a des stats tellement insane que elle peut, pour moi c'est une des meilleures tireuses du jeu. Alors il n'y a pas d'arme de tir vous me direz, mais on a un inventaire dans lequel on va pouvoir aller acheter des choses, et moi je lui mets sans arrêt, vous le savez, j'en parle tout le temps, le multigun, le flingue qui tire 4 fois, et qui va lui permettre de faire 20 dégâts pour 5 PA, en partant avec un seuil de 12 pour toucher, et après elle va pouvoir courir à 10 pour se mettre en sécurité, ou pour aller derrière les lignes ennemies, pour obliger à faire des choix assez compliqués. Voilà. 26 points de vie, même avec Constitution 3, c'est un seuil où ça devient difficile de le tuer en une activation. Il va falloir mettre des ressources. Donc quoi que fasse l'adversaire, ça va lui coûter beaucoup plus cher que 50 balles de gérer Mae. Même avec l'arme à 75 pièces d'or, c'est largement ok pour cette figurine, quoi. Ah, même pas, elle passe à 70. L'arme elle vaut 20. Ouais, puis la poudre, c'est pas 5, donc La c'est 10. poudre c'est 8. Si tu veux vraiment, moi le combo, ouais, je la joue souvent en 78. Ça veut dire que je lui mets munitions et poudre pour que les deux ne soient pas un échec. Une fois par partie, elle peut relancer une action de tir. Pratique, la fois où vous faites le 1, vous pouvez la relancer. Et vous avez, vous avez la Mae avec le multigun qui peut recharger à vie, qui fait sa vie. Par contre, elle recharge pour plus cher vu qu'elle n'a pas d'arme de tir. Mais si vous jouez dans une compo Dixon, elle recharge normalement, quoi. Tout à fait. Mae, ouais, pièce ultime du jeu. Pareil, elle s'intègre à peu près dans toutes les listes de tout ce que vous voulez. Et elle apporte énormément. Par contre, attention, en fonction dans quoi vous l'intégrez, il faudra la jouer très différemment. Parce que si vous la mettez chez des Birgus, bah, elle va attirer la foudre vu qu'elle n'a pas d'armure. Si vous la mettez chez des hommes poissons, il faudra garder de quoi esquiver. Parce que sinon, pareil, on va la taper parce qu'elle, elle a plus de PA. Et donc, du coup, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il va falloir s'adapter au milieu dans lequel on la joue. Ok, toi Ludo, un petit peu ton avis sur Mae aussi ou... Ah bah et, exactement, Estière, toutes les possibilités, hein, pour du tir ou du scénario, la figurine même elle-même, elle est super belle. Ouais. C'est quasiment une auto-inclus dans beaucoup de listes, hein. Ouais, bah mon Sundar, oui, c'est Mae Whiteys très très rapidement. Et après, on commence à réfléchir à la construction, quoi, sur quoi on veut partir. Mais ouais, elle est très très souvent présente. Je l'ai joué beaucoup aussi en Orenok, hein, pièce à scénario secondaire. Typiquement, vous voyez les top tiers là, actuellement, deux journalistiens, Mae et Kubilai, on a 208 points, on a 4 références incroyables. Il reste à équiper un petit peu si on veut équiper Mae. Mais déjà, on a 4 références folles pour 208 points, ce qui laisse 292 points de flottement pour jouer ce qu'on veut autour et construire des combos et construire des choses, quoi. Ce qui est vraiment sympa. Ok. Ensuite, on passe à Minos. Minos, le colosse vénère. Minos, le destructeur. Minos, le meilleur porteur de la potion d'éther ever. Parce que c'est En fait, c'est ce qu'il y a dans la main gauche, en fait, hein, c'est la potion d'éther, c'est la main. complètement ça. En fait, Minos, c'est vraiment un missile qui va aller atomiser une pièce adverse et qui risque de mourir derrière, mais en demandant des ressources pour le tuer minimum, parce qu'il a 38 PV. Et donc, du coup, la potion d'éther, il l'apporte à la perfection, parce qu'il rentre dans le tas, il défonce une cible, il s'étère, il revient, il redéfonce une cible, et normalement, si le reste de l'armée a fait un minimum le travail, il n'y a plus assez pour gérer Minos, quoi. Et là, Minos devient Dieu sur Terre, quoi. Quand il est plus tuable, c'est gagné, quoi. Du coup, c'est des plans de jeu assez vénères, assez rentre dedans, mais qui fonctionnent plutôt pas trop mal. Alors pourquoi ça marche bien? Parce que Minos il part avec un seuil de 16 pour toucher avec sa force de 8, 19 quand la première attaque, et la première attaque elle va faire 12 dégâts, ce qui peut calmer des gens. Il peut aussi ceinturer et mettre des coups de poing. Il ne demande pas beaucoup d'équipement en plus pour être efficace et il coûte 195. C'est qu'avec la potion d'éther il vaut 204 points, ce qui est loin d'être complètement fou pour un colosse qui s'autogère. Voilà.
Exactement. Pour moi, il est dans même dans le top des colosses du jeu Ah oui, en oui, général, hein, il est des stats. complètement. En fait, il est un type de colosse, c'est-à-dire qu'il y a quelques colosses comme King Kong qui essayent de ressembler à Minos. Il y a quelques colosses comme ça. Les colosses à dégâts un peu brutaux comme ça. Et Minos c'est lui qui le fait le mieux pour moi. Et ouais, c'est une très bonne ref. Par contre, si vous partez sur un plan Minos, il faut qu'à côté vous ayez un petit peu quelque chose qui soit en rapport avec ça. Donc, soit vous multipliez les dégâts et vous dites de toute façon, je joue pas du tout le scénario et je vais essayer d'atomiser l'adversaire et quand il ne reste plus grand chose, là je commence le scénario. Soit vous jouez un petit peu dans un autre esprit, un peu plus, vous dire bon bah j'ai un super missile et le reste est assez défensif et du coup Minos il va éther, puis après il revient, puis le mec du coup il sait pas trop quoi taper et jouer là-dessus quoi. Voilà. Mhm. Tout à fait. Après, ouais, après en scénario il fait plein de café lui-même et si c'est un combat des chefs c'est quand même agréable de jouer Minos. Ouais, exactement. Moi, je pense qu'on le mettrait plutôt en S. On a mis Big Pongo en S pour tout ce qui est défensive. Et je pense que Minos, en offensive, c'est le colosse. C'est son Un peu la ref. opposé. C'est son Et oui, opposé. exactement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est un sur Big Pongo. Un sur Big Pongo. Allez, j'avoue, j'avoue. Je vais peut-être vous proposer de faire d'abord Notaire avant de faire le duo pack pour la suite. Comme ça, on pourra un peu mieux parler du duo pack. Notaire, c'est une petite pièce que je trouve incroyable, personnellement. J'ai déjà joué quelques fois. Et Notaire, dans le pire des cas, c'est un mec qui fait mal. Dans le meilleur des cas, c'est un mec qui tue une partie, quoi. En fait, il a cette règle. Alors, il vaut que 70 points, donc c'est vraiment pas un investissement incroyable. Pour des stats 3, 4, 2, 5, alors oui on a force 2, mais vous allez voir qu'on ne tape pas, presque pas avec nos terrains. Mais C'est pas trop mental vrai. 5 c'est très bien, dextérité 4 c'est tout à fait honorable, 4 de mouvement, 8 PA, 25 PV, on est dans des valeurs ok, c'est pas dément mais c'est loin d'être nul. On a un pistolet de poche et une arme à feu qui est très très forte, elle tire à portée plutôt courte, hein, 4-6, mais elle tire à 4-3 dégâts, mais elle tire que pour 1 PA. Ça veut dire que pour 2 PA en portée courte vous faites 8 dégâts au tir, et ça c'est insane, c'est énorme, énorme. Du coup après il faut recharger, c'est le défaut, mais si on additionne on recharge pour 2, on retire encore, et donc on fait en 6 PA, on fait 4 fois 4 16 dégâts, ça peut être tout à fait honorable. C'est au cas où vous voulez Mhm. jouer qu'en tir. Il a ces fameuses bottes qui sont du contrôle pur. Il y en a une pour limiter le mouvement de l'adversaire et il y en a une pour le déplacer vers sa zone à lui. Mais finalement c'est pas fou parce que c'est comme si vous bloquez que son action gratuite. À moins que ce soit joué en combo avec des journaliers chiens qui engagent à 2, avec les journaliers chiens 2. Si vous avez vraiment un plan complexe, mais ça commence à mettre beaucoup d'argent sur la table pour le combo. Mais Ouais. voilà, la cible ne peut plus se déplacer jusqu'à l'activation suivante de notaire, c'est peut-être le meilleur, l'avis du tribunal. Et le truc, c'est que du coup, vous pouvez éther votre notaire derrière pour que le mec ne puisse pas le taper. Et vous jouez au notaire dans la dernière activation du tour suivant. Et donc, du coup, la figurine, elle est immobilisée pendant je sais pas combien de temps. Exactement, exactement. Imagine un phrase que tu as un Minos qui est très bon que au corps à corps, par Bah exemple, et ben voilà. le Minos, il est au centre, il peut plus rien faire pendant un tour. Il ne joue pas pendant. Bah, ça peut même être deux activations s'il avait déjà joué. Notaire lui rentre dedans, le fait. Enfin, le tour d'avant. Le tour d'après, notaire lui rentre dedans, lui fait. Il s'éterre, le mec joue pas à son activation. Tu passes tout le tour entier à pas jouer notaire. Et voilà quoi. Ça peut être complètement l'enfer. Euh, voilà. Après, il y a celle aussi pour un équipement qui n'est pas sur la carte du profil. Ça peut être assez rigolo. Ça peut pour être viré. Typiquement, si en face ça joue potion d'éther sur un colosse, vous lui prenez sa potion d'éther par exemple. Ou s'il y a une arme comme un flingue sur Mae ou un truc comme ça, vous pouvez lui chourer. Et donc du coup, vous pouvez un petit peu Mhm. limiter la casse. Ça peut être pas mal. Mais l'avis du tribunal en combo avec une potion d'éther est très 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 puissant. Exactement, exactement. Là, on a déjà vu dans une partie où tu jouais, par exemple, la vie du tribunal, en combat des chefs, mais que le chef était en face, au centre, et ben voilà, il peut plus rien faire pendant la tour. Voilà, j'ai essayé ça. Alors, on a fait une partie comme ça. Alors, ça n'est pas passé, mais ça aurait pu passer. J'avais à peu près une chance sur deux. Si ça passait, la partie était bouclée. Parce que son héros, il doit s'activer tout de suite. Et il reste sur place, donc tu aurais gardé tous tes points d'action. Tu serais resté là. Moi, je t'aurais encerclé avec tous mes briscards. J'aurais fini par réussir à te ceinturer. Puis après, je l'aurais massacré, quoi. Et donc, du coup, en fait, c'est vraiment une pièce pas mal. Moi, je l'ai joué en daron, littéralement. Ouais, c'est ça. Dans ma gunline notaire, j'ai une liste gunline autour de notaire. Et je le trouve extraordinaire. Du coup, ouais, voilà. Moi, c'est. Alors, en plus, dernière chose, il est apatride. Incroyable. Ça veut dire que vous pouvez le rentabiliser chez une brique Sundar. Vous pouvez le rendre insane. Exactement, Maruti peut défendre à sa place, quoi. Oh la vache, quel enfer. Et puis, du coup, ben, il prend les bonus des autres. Tu peux lui mettre des relances. C'est fou. Et puis, il peut t'engager. Il te t'empêche de bouger. Tu tapes notaire. C'est Maruti qui défend, qui est invincible. Enfin, ça peut être fou, hein.
Tout à fait. Bref, pour moi, il est très très haut. Ouais, on est d'accord. Il est très 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 haut ce notaire. C'est Et vraiment pour une son ref. prix, hein, Il son est... prix 70 pièces d'or, pour C'est ce qu'il fou. apporte, c'est vraiment bien. Du contrôle, son pistolet, l'apatride, ses points de vie, ses stats. Alors oui, ok, il a 2 de force, on est d'accord, mais vous avez vu, c'est pas un profil qui est fait pour taper. Mais du coup, sur certains scénarios, force 2, ça va lui jouer des tours. Mais mental 5, dextérité 4, ça c'est pas mal aussi dans certains autres scénarios. Donc finalement, l'un dans l'autre, il se défend bien par rapport à ça. Ouais, moi c'est une référence que je trouve incroyable. Je pense qu'il faut la travailler. Je pense que c'est une référence, il faut penser autour de lui et tout, et il peut vraiment être bien. Et je l'ai déjà joué en daron. Donc du coup, quand tu le joues en daron, ça veut dire que le reste de la bande, il n'y a aucune élite à proprement parler. Tu joues quasi que des génériques. Bon, moi ça me correspond bien, c'est bien mon style de jeu. Donc du coup, tu te retrouves avec une grosse masse de figurines, et même ton daron il coûte à peine 100 balles tout équipé. Et tu fais, waouh, c'est fou quoi. Du coup, on passe un petit peu au duo pack. Lui, Mhm. plus le gros. Qu'est-ce que tu penses du duo pack, des combos qu'ils ont entre eux? Le fait du coup que le gros peut défendre pour le petit, Commode défend pour Notaire. Il peut mettre des gifles automatiques s'il y a un avis lancé par Notaire qui n'est pas passé. Donc il peut lui Mhm. mettre une droite à 4 dégâts. Voilà. Et puis eux deux sont apatrides, donc ça peut comboter avec d'autres listes, avec d'autres choses. Qu'est-ce que tu penses du combo des deux? Alors, soit tu fais l'équation mathématique, tu le mets pile en A pour faire la moyenne entre les deux, Ouais, non, c'est vrai, ça se tient, ça se tient. ou soit tu te dis, ben, tu peux mettre en S. En fait, le problème, c'est qu'il faut dire, en fait, en S, est-ce qu'il y aura mieux que Commode pour le protéger que Commode lui-même, tu vas protéger Notaire. Ouais, puis il y a aussi le fait que c'est très contraignant de commencer une liste avec 200 points dans ce combo-là. C'est-à-dire que comment tu Ok. existes autour de ce combo-là. Donc du coup, moi j'aurais tendance à le mettre, j'aurais tendance à le mettre en A. En mettre, c'est un duo pack qui est très fort, qui a beaucoup de Ouais. qualités, qui peut faire beaucoup de choses, qui est assez autonome, mais qui a quand même ses limites, qui est quand même pas non plus divin. Et donc du coup, ouais, j'aurais tendance à faire ça. Je regrette de ne pas avoir mis un double S tiers hein, pour les mercenaires. Ou alors tout simplement, il faudrait réussir à faire ça. Tiens, on va voir si t'es d'accord. On va tout des... Voilà. Voilà, et de faire... allez. Ouais, peut-être descendre... Non, ouais, peut-être descendre notaire. Peut-être ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, là, on est d'accord. Les trois premiers, on est d'accord qu'ils sont vraiment ouf. Ouais, les Après, trois... c'est compliqué, faut pas voir ça en, enfin, en interfaction, en fait. Le S, là, n'est pas le même S que dans notre faction, on va dire. Ah ouais, 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 le D tiers, vous êtes dans les B tiers des autres factions, hein, c'est pas du tout. Ça devrait être triple S, double S, S et A et B, voilà, ça devrait être ça si vous voulez. Le vrai, la vraie charte, ça devrait être ça. Voilà, je vais le faire. Voilà, voilà. Incroyable. Euh, Ah, qu'est-ce que je fais? Et c'est vrai que ça Ah sera là quand même là. plus clair. Ça sera plus clair comme ça. Parce qu'on est dans une faction qui a énormément de refs incroyables. Et même si on blague beaucoup en vrai, c'est une super faction. Moi je parle souvent du fait que le mercenaire c'est une des factions les plus faciles pour être fort et pour apprendre le jeu dans les bases. Mais c'est une des factions les... Comment dire? Elle a aussi ses limites parce que tout est fort intrinsèquement, mais il n'y a pas tant de combos que ça par rapport à d'autres factions. C'est-à-dire que si vous prenez deux joueurs du même niveau, qui est un niveau un peu débutant, le Sundar va beaucoup perdre contre le mercenaire, et puis au fur et à mesure des parties, au fur et à mesure de quoi, le Sundar va trouver beaucoup plus de solutions que le mercenaire en trouvera. C'est ça un Mhm. petit peu la différence. Ok. Écoute, voilà la révolution de la tier list. Euh, on passe à Pakula V2. Parle-nous-en un peu de ce Pakula V2. Alors, Pakula, ce qui est extrêmement intéressant, c'est le vol, donc pas forcément ciblable. Ouais, Grosse règle qui est apportée en V2, c'est qu'il permet de faire une esquive gratuite par tour, hein. ouais. Ah, Donc c'est dans en certaines zone ça, non? factions, C'est pas en zone? il semble que c'est sur la table, tu peux le relire. Surveillance aérienne, quand Pakula est en vol, ses alliés bénéficient d'une esquive gratuite par tour. Et du coup, ça, c'est peu importe la faction que tu joues. Exactement, exactement. Incroyable, incroyable, Et ce franchement. qui est... Ah ouais, c'est Alors, divin. t'as des factions où c'est... On s'en fout un peu, comme dans Ixtien, parce que c'est esquiver un PA. Mais dans d'autres factions, comme Sundar, où l'esquive est ta survie, Mm, mm, mm. c'est super important. Et même d'autres références dans Mercenaires, par exemple, quand on voyait que Bonnie avait que 3 en dextérité, ou je ne sais plus qui avait également 3 en... Enfin, pardon, 3 en constitution, Oui.
Donc du coup, avoir cette règle-là, en fait, c'est juste une survie, en fait. Ah ouais, c'est fort, c'est fort. Sachant qu'il peut transporter des gens dans son bec, hein. Oui, tout à fait. Donc si t'as par exemple un Dixon en face qui ambule, etc., tu peux aller chercher le Dixon et l'emmener chez toi. Et- Pareil, ouais. si t'as un Sagis ou un petit magicien qui booste pour casser des briques, c'est intéressant. Il peut, voilà, donc il peut embarquer des gens avec qui il vole et puis après il peut les lâcher. Le défaut, c'est que pour 110 points, on a une figurine qui ne pourra pas faire de scénario où il y a besoin de main ou de tenir une arme. Ça, c'est un des défauts quand même, c'est assez notable. Ça va faire un cinquième de votre liste, donc indirectement, ça coûte cher. Autre grosse qualité de la figurine, c'est dans mes souvenirs, elle a un dégât de zone, hein, la fameuse Oui, bourrasque. elle a le bourrasque, c'est ça. Donc 4 PA, 1 dé de 5 plus 1 dégât sur tous les briscards dans les 3 brasses en les repoussant aléatoirement. Seul Pakula ne subit pas les dégâts de collision. Donc là, c'est extrêmement fort parce que vous allez générer plein de collisions dans tous les sens. Et donc du coup si le mec joue un peu paquet ou quoi, et surtout s'il a 10 points d'action pour défendre, on s'en fout, ça touche auto quoi. Ça pousse et puis c'est tout. Tout Et à fait. du coup c'est fort. Ouais, ouais, c'est vraiment intéressant. À première lecture, on comprend pas forcément, mais après, avec d'autres combos, avec d'autres figurines, quand on voit vraiment ce que ça peut faire sur la table, c'est une figurine qui est très riche, hein. Mm, mm, mm. Complètement, complètement. Une figurine intéressante, figurine riche cette V2. Ouais, moi j'aime bien le dégât de zone, j'aime bien aussi la mobilité qu'il en tire du coup. J'aime bien le fait que ouais, qu'il peut embarquer quelqu'un et tout, ça fait penser à des combos ou quoi. Même si la mobilité dans Briscard elle est un peu comme un carnage, elle est totale, hein. On peut traverser la table tour 1 si on le souhaite, hein. C'est pas un jeu où la mobilité est vraiment entravée ou difficile, comme à Malifaux, comme à Guild Ball ou quoi. Là on est sur des jeux avec des mobilités insane pour tout le monde. Du coup, c'est bien, mais c'est moins bien que dans d'autres jeux, c'est ça que je veux dire. Mais c'est quand même très bien. Et ouais, moi j'aime. Ouais, encore une fois, le dégât de zone, je trouve que ça prend son sens. Ouais, ouais, ok, ok. Du coup, comment tu classes cette figurine quand même? Alors, moi, je la mettrais soit en A, soit en S. Je sais pas ce que toi t'en penses. Moi, c'est plus en A, parce que le fait qu'il ait il a quand même beaucoup de problèmes. Un, il encaisse pas très bien pour 110 points. 2, il vaut 110 points. 3, il peut pas scénario avec les mains. Il peut pas mettre les Ouais, mains. Et après, par contre, le reste est assez intéressant autour de lui, notamment les dégâts de zone. En mercenaire d'accord. brut, des dégâts de zone, on en a quasi pas. Par contre, on a énormément de dégâts anti-personnels qui sont incroyables. Mhm, Voilà. Donc on a Kubilai en dégâts de zone, si on peut le considérer comme ça. Enfin, c'est en anti-nombre, on va dire, pas en dégâts de tout zone. à fait. En anti-nombre avec ses feux, avec ses fameuses attaques de feu. Mais on n'a pas des grenades, des trucs qui pètent dans tous les coins et qui tapent 3 personnes à la fois ou des trucs comme ça. Mais par Mhm. contre, comme on va avoir des pistolets à silex sur la moitié de nos références, comme on va avoir du tir de partout, ou des dégâts qui sont entre 4 et 5 très facilement, on va pouvoir tomber énormément de points de vie à l'adversaire. Exactement. Après, là, on me donne les profils, les classements de décoffrage dans la situation. Peut-être dans des listes spécifiques, qui pourraient être beaucoup plus haut. Oui, Ou complètement, certaines versions complètement. de la liste peuvent être beaucoup plus bas. Par exemple, imagine, tu prends un Dixon avec la poudre et t'as pas d'arme à feu. Voilà, ça part en SSS. Voilà. Il perd un peu de sa superbe, il perdrait un petit peu de son intérêt. Sur lui-même, ça serait bien, mais c'est pas fou quoi. C'est ça, ouais, je suis assez d'accord. On va passer aux figurines les plus horribles du jeu, moi c'est parmi mes préférés, les pingouins. Les pingouins, je les ai mis en 4 catégories, donc chacun une pour chacun a le sien, et après les 3 à la fois. On commence par l'empereur. Où est-ce que tu mettrais l'empereur? Alors attends, Alors moi, je je vais les pense trouver. alors l'empereur, je pense qu'on le mettrait directement SSSS. Oui, complètement, oui. Complètement parce que cette saleté a un pistolet à silex et qui coûte le prix d'un pistolet à silex plus 4 balles. Lui-même. Voilà. Donc en fait, au final, au bout d'un moment, c'est fort. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Je sais pas. J'ai pas ouvert les pingouins. Et d'autant plus qu'il apporte une activation en plus, hein, qui est extrêmement fort. Ah, ils sont là, c'est ça. Alors ouais, 19 points, des stats de pingouins, donc 2 partout sauf force, on a 3, ce qui est déjà pas mal. 2 de mouvement, mais ça c'est les pingouins, 6 de PA, il monte à 7 quand il y a les 3. Le pistolet silex, incroyable arme, et au corps à corps, il tape à 4 dégâts fixes, ce qui est quand même tout à fait honorable pour une figurine qui vaut moins de 20 balles. Donc c'est carrément une figurine très très forte, il n'y a rien à dire. Et le fait qu'il est sans peur, pas de test de mental par rapport au fait que les copains meurent et tout, oui c'est difficile de se passer de l'empereur. C'est vraiment une ref incroyable. Incroyable parce que bah, si vous le laissez tranquille, comme il a des stats mauvaises, vous allez pas plutôt
plutôt que multiplier les tirs, en général vous allez booster les tirs. Et si vous faites un critique et vous annoncez un dégât moyen à 8 dégâts avec l'empereur, il fait bien son travail quoi, c'est que ça marche. Ok. Mhm. Le deuxième c'est Papou, qui va le rejoindre, je pense. Papou le rejoint. Alors pourquoi Papou le rejoint? C'est énorme. Pourquoi Papou le rejoint? Parce qu'il vaut Peloton est 17 balles et que pour 17 balles vous avez une figurine avec allonge. Et donc c'est allonge, horrible. Et en mais ça réussite s'arrête critique, jamais. il assomme la cible, ce qui fait que vous pouvez tuer Exactement. n'importe quoi. Donc en fait quand vous chargez quelqu'un, vous allez faire mouvement, je tape et je vais me rajouter un dé plus une relance. Je vais garder une relance et je vais chercher le 9. Je vais chercher ce critique pour assommer une figurine qui vaut 150 points. Et le mec va Le devoir condamne défendre. à mort. Voilà, et soit le mec il va faire bon bah je tente de désarmer ou je me rajoute 2 dés en défense, peu importe son choix. Il va cramer tous les points d'action et pour survivre à cette tentative d'assommoir. Et enfin si vous obtenez le critique quoi. Mais ce qui est à 3 dés au bout d'un moment vous avez des bonnes chances quoi. Et donc du coup ça met une pression folle. Et ça fait une référence que tu es obligé de prendre en compte. Et sinon elle fait du contrôle, juste elle avance, elle court. Et elle engage tout le monde et tu fais mais quel enfer quoi. Tu fais bah je suis engagé avec un pingouin à 20 balles. Donc oui, très grosse ref. Complètement. On passe à Humboldt. Le Humboldt, pingouin. Hein. ouais bah de toute façon les pingouins. Hein. Humboldt vaut Ouais. 14 points, c'est le moins cher. Alors lui il lance des couteaux. Il a les stats, il a aucun buff de stats par rapport à ses potes. C'est il est vraiment pas ouf. Après dans nos parties c'est le tueur de colosse, on l'appelle comme ça parce que je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on le joue il tue quelque chose de ouf. Il a une légende autour de lui. Il y a Hein. une Dès qu'il commence légende. à s'activer, Il fait etc. 3 Les gens ils savent. critiques. Dans les Bah, yeux, ils voient son regard et. parce que c'est le pingouin qui a tout approuvé en fait. Comme lui, il est moins fort que les deux autres, il a tout approuvé et donc je sais pas, sur la table, il se démerde toujours à faire des actions incroyables par rapport à ses potes. Et puis il a un look d'enfer avec son cache-œil et tout, il a souffert. Pour moi, il n'est pas aussi fort que les deux autres, mais ça reste une référence folle. J'aurais tendance à le mettre en S tier parce qu'il apporte rien en fait. C'est Il un, apporte une activation en plus. voilà, c'est un pass token sur 14. pied. C'est un pass token sur pied qui parfois va faire une attaque un peu suicide. Et avec 12 points, 12 PV, et ça va coûter entre 4 et 6 PA de s'en débarrasser. Ce qui est déjà bien, hein. Mais voilà. Le trio pingouin maintenant. Le trio pingouin, quand on joue les 3 pour 50 balles, on gagne les 3 activations. Ça ne coûte Mhm. qu'une seule place en termes de mercenaires. Exactement. Quand vous Nous jouez apporte ailleurs, le ça veut dire 21 que PA. moi je recrute un Dodger, j'ai le droit à 3 pingouins. C'est ça. Donc c'est l'horreur. Et bah du coup, c'est S tier. Hein. C'est S tier STR, parce que hein. ça permet un recrutement facilité et parce que quand les 3 pingouins sont sur la table, ils gagnent tous 1 PA, donc ils passent à 7 PA. Donc pour Exactement. 50 points, vous avez 21 PA. C'est Donc, ça. Donc l'initiative. donc En deux. l'initiative. Voilà, non mais c'est vrai. Donc l'initiative, donc et surtout, il n'y a rien dans le jeu qui a autant de PA pour ce coup-là. Et là vous allez me dire C'est ouais ça. mais la qualité elle est à chier. Ben elle est pas top sur un des trois, mais les deux autres, comme je disais, au tir il se défend et l'autre il peut assommer. Ça peut être très fort. Et en début de partie, c'est ces fameuses activations où il se passe rien, Humboldt avance, se met en garde à cover. Et en fait c'est très fort en soi de faire ça. Parce que vous gagnez une activation et ainsi de suite. Du coup les pingouins sont forcément triple S tier. Mhm. On est d'accord. Bon, il nous en reste plus beaucoup. On arrive à Ratus. C'est quand même une faction avec pas mal de refs. Hein. Ouais, Ratus, un petit rat qui est pas si cher que ça, 44, 49 si on empoisonne, qui peut aller très C'est vite, ça. un mouvement de 5, Ouais. 22 PV, 8 PA. Je l'ai pas mal joué dans les dernières parties que je jouais, notamment avec Notaire Gunline, je jouais un Ratus. Parce qu'en fait, c'est mon perso rapide qui va contourner la table et qui va aller poignarder le daron adverse ou un support adverse qui a besoin de stats pour faire des choses et qui va leur mettre poison en fait. Tout Et à fait. il prend le rôle très bien. Il gère plutôt bien. En plus, il a une règle anti-artillerie, ce qui est rigolo. Et Mhm. mais sinon, il est très bien pour ce qu'il propose. Alors, force 3, constitution 3, d'accord. Mais mental 4 et dextérité 5 pour 44 points. Avec mouvement 5, 8 vrais PA et 22 PV. C'est une rêve qui, encore une fois, est très compétitive sur ses stats. Pour le Ah prix. bah, il y en a qui en rêvent, hein, il y en a qui en rêvent. Hein. Et le Les autres poison pour factions. 5 balles, ça veut rien dire. Mhm. Ouais, moi je l'ai joué récemment, je l'ai beaucoup aimé. J'aurais tendance à le mettre un peu au niveau de Kubilai. Sur, sur ce Ouais, ratio un peu contrôle condition fort. tout à Euh, fait. c'est un peu Et, différent avec Ratus, mais il est excessivement fort. Cette référence est excessivement forte. Ouais. mhm.
Et comme d'hab, hein, ça va compléter les listes, parfois, ou vouloir du poison, une petite condition, bah on met son petit Ratus, qui coûte pas si cher que ça, et puis voilà. Ouais, pareil, voilà, c'est ça. Passé un temps, tu tentais de jouer poison avec les Quintor. Et du Oui, coup, c'était une rêve parfaite pour faire la pointe. exactement, avec la fiole de poison, on met un petit Ratus, ça fait encore un autre poison, et du coup on peut multiplier les poisons pour se dire, au bout d'un moment, bah il pourra plus enlever tous les poisons. Il pourra pas tous les gérer, complètement, complètement. On passe un petit peu sur les deux Rutors. Alors le premier, peut-être faire le Rutor non colosse d'abord. Ouais, Rutor non qui est juste colosse. imposant, Donc qui est dans le figurine. imposant, ouais, 130 balles. Il est Mhm, 7-2, 7-4 avec 4 de mouvement, 8 et 36 PV. Il a des très très belles stats, bien au-dessus de celles de Notaire. Il n'a aucune arme, mais alors il est évident qu'un pingouin va acheter un point américain pour 4 euros. Et il va lui dire tiens Rutor, tape à 8 dégâts à partir de maintenant. exact. Et Rutor pourra vraiment tout défoncer. Il a le petit onnelet qui permet d'enlever des conditions. Ouais, euh, qui est vraiment intéressant. il Encore peut une mettre en fois, garde, ouais, il peut mettre en garde les copains, mais encore une fois, on revient sur ce ratio coup en point, qu'est-ce que je fais? tout à fait. On met une figurine à 130 points, donc si on met en garde une figurine à 50 points. Oui, c'est un peu ridicule, je suis d'accord. Dans certains cas, ça peut être intéressant, peut-être, Alors, quand il y a quelqu'un qui a des bons contres, en fait, ou une bonne esquive. alors je suis complètement d'accord. Ça peut être très fort sur un autre daron, sur une Bonnie par exemple. Mhm. Par exemple, Bonnie en garde avec Pakula dans le ciel, ben vous vous retrouvez à une esquive gratuite avec un dé en plus. Voilà. Voilà, Après, c'est qu'une fois, mais c'est déjà pas mal. Comme elle bouge de 3 en plus sur l'esquive, ça peut être fou. Donc non, non, ça c'est pas négligeable, je dis pas ça. Mais je dis juste que protéger les petits avec Rutor, c'est un poil dommage. Euh, et ensuite, derrière, bah voilà, un monstre de dégâts, une bonne mobilité, il fait pas mal de choses, et il ne vaut que 130 points. Pour moi, c'est un imposant qui est vraiment bien. exactement. Pour son prix, c'est bien. Quand tu veux pas avoir le prix d'un colosse parce que ça coûte cher, tu vas un Ozeki-like dans les 130, tu vois, donc du coup, tu vas mettre un Rutor. Où est-ce que tu le laisserais alors? Alors moi, je le mettrais en A, soit En quoi, pardon? en A ou en S. Moi, c'est en S, ouais. C'est en S, S parce que je pense que vraiment, il y a des factions qui peuvent manquer un peu de dégâts ou quoi, et qui peuvent se mhm, dire vas-y pour 130 balles, plus un point américain sur une figurine faible, donc peut-être 140 max, je vais avoir une figurine qui déboîte quoi. Une figurine qui dit tu peux pas faire ce que tu veux chez moi, tu peux pas venir, tu peux pas te moquer de mes figurines quoi, tu peux pas faire genre ouais c'est bon, de toute façon on tourne autour. Il va y avoir un yinche énorme qui va leur tomber dessus, qui va taper avec une stat à 14, et si tu te défends pas, tu te fais atomiser quoi. tout à fait. C'est une rêve qui a complètement sa place. C'est un mini Minos. Mhm, Mini Minos, mais du coup beaucoup moins cher aussi, donc il est complètement viable. exactement. Soit tu prends Minos, soit tu prends Rutor avec un journaliste chien, quoi. Ouais. Euh, du coup, on arrive un peu au Rutor version Colosse. Rutor version Colosse, le coût monte 177. C'est pas non plus pareil, c'est parmi les colosses les moins chers. Euh, 7-3, 7-4, il prend agressivité 2. Bon, c'est pas énorme agressivité 2, mais on est content que ce soit là. Mouvement 5, ça devient assez intéressant. 9 PA, très très intéressant. 40 PV, il monte un petit peu. Par contre, il a le fameux seuil. L'aboiement, il garde l'aboiement. Il y a l'idée que si tu ne joues Que des yinches. voilà, tu gagnes, tout le monde gagne aboiement, et là ça devient très intéressant parce que des gens on a les chiens de scénario ou ceux à MZ2, ils peuvent courir, engager plein de gens et aboyer, et puis Ouais. du coup ils protègent un copain. Chaque copain peut protéger un copain. Mais le gros malaise là-dedans, c'est que si tu regardes la tier list, en fait, au niveau des canidés, il n'y en a pas tant que ça, en fait, qui sont vers le haut, hein. Bah il y a le journal des chiens qui est très très haut. C'est Et ça. ensuite il faut descendre en S tiers, non même pas, ouais, pour avoir Rutor, mais ce n'est pas le bon. Et sinon Ouais, il faut descendre en A tiers pour avoir vraiment la c'est liste chien ça. A et B. Et là, et là, c'est le malaise. Bah parce qu'en fait c'est des références, je veux pas être méchant, mais qui marchent moins bien que d'autres. Mhm. Mais ça Faut reste qu'ils un ont un peu combo. vieilli, hein. Une bonne IV2, je pense que ça serait vraiment bien. Ouais, ouais, tout à fait. Une petite Bonnie V2, en fait elle manque de règles spéciales, elle manque de quelque chose qui fait qu'elle sorte du lot. Parce que on va trop la comparer à des figurines qui sont similaires mais qui coûtent la moitié de son coût. Mae, c'est la moitié du coût, moins même de ça, elle vaut 45% du prix de Bonnie, et elle fait 90% de son travail en fait. Donc du coup il Ouais. y a un problème. Mhm. Donc ouais, on revient sur le Rutor Colosse. Donc la règle de la meute est toujours le petit tonnelet.
Ouais. Moins efficace en dégâts bruts qu'un bon vieux Minos. Il a besoin d'être un peu plus sur la table pour faire du support si on veut faire du support avec lui. Par contre, il a une mobilité assez folle. Ouais, il est pas trop mal comme colosse, il est ok. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce Rutor Alors moi je le mettrais soit en A, soit en B. Un peu moins que l'imposant, parce qu'il coûte cher, mine de rien. Je suis assez d'accord avec cette analyse. Je le mettrai en A, je le mettrai quand même pas en B parce que je trouve qu'il est pas très cher pour ce qu'il propose. Le seul défaut c'est qu'il faut lui payer de l'équipement, donc c'est un petit peu ce qui fait qu'il est qu'à 177. C'est qu'en nature là vous allez donner des coups de poing à 6 dégâts, c'est dommage. Avec le moins de points américains vous montez à 8 dégâts, c'est déjà beaucoup mieux. Et voilà, ouais, après ça reste une pièce qui est pas mal pour son coût. Mais voilà, comme on disait, le synergie avec des pièces sont pas forcément très fortes. L'embaucher hors mercenaire, c'est pas forcément fou, je trouve. Surtout comparé à sa version juste imposante. Parce que là, Ouais. ça commence à faire très cher. Donc ouais, je suis assez ouais A ou B. Bon, je le mets A parce que je le trouve assez cost effectif. Je le trouve pas Ouais. très cher. Il serait à 180, à plus de 180. 190 ou un truc comme ça, je pense que je le mettrais en A parce qu'il coûte très cher. 177, ça reste un coût qui est quand même relativement bas pour un colosse. Ça fait peut-être c'est même amené à évoluer, hein. Demain vous sortez un canidé qui est en SSS, voilà, c'est bon quoi, on n'en parle plus. Il gagne une catégorie ou deux quoi. Oui, c'est vrai, c'est ça, ça va être dépendant un petit peu des chiens, ouais. Ça va être dépendant des autres chiens, s'il y a des sorties en chien, ça va un petit peu tout chambouler, ouais, tout à fait. Il nous reste Socrate V2. Alors juste comme Ouais. ça pour information, Socrate V1 il aurait été en triple S, si vous posez la question. C'est- Socrate Voire peut-être même V1, 4, hein. il aurait fallu rajouter encore une catégorie avec Mae et Socrate V1. En fait, Voilà, donc on ne dit c'est pas la peine. Ouais. Socrate V1 en fait il a des dégâts complètement fous, il encaisse très très bien, il tape très très fort, il vaut que 100 points, il peut pas faire le scénario mais c'est pas grave, il a d'autres tâches qu'il fait à la perfection et les scénarios il faut juste casser un truc, il peut les faire et comme il a des bonnes stats pour ça, ben en fait il est parfait, c'est vraiment un briscard parfait Socrate V1 et Socrate V2 ben moi je l'aime beaucoup 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 moins mais on va en parler. Socrate V2 il vaut 150 balles donc il vaut 50 balles de plus que le V1. Euh, c'est un colosse potentiellement, c'est ça, hein. C'en est pas Ouais. un, mais ça peut le devenir en gros Comment plus ça? tard. Non, il a pas la règle colosse, hein. D'accord. Mais il gagnera de l'agressivité. Exactement. Pour quand il va charger, etc. Comme Louis par exemple, tu vois, Louis n'a pas l'agressivité. Enfin, il a une agressivité, mais c'est pas un colosse. Ah oui, t'as raison, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc 8, 1, 6, 2 avec une agressivité qui est pour l'instant nulle mais qui pourra exister. Les stats sont amenés à changer. 4 de mouvement, 8 PA pour 40 points de vie. Paire de griffes, donc on est de nouveau sur quelque chose qui n'a pas de main. Mais cette fois-ci à 150 points. Force dégâts, 0 main, donc c'est marqué R, et perforante. Ok, donc on tape à 6 dégâts. Une figurine à 150 points en mercenaire qui tape à 6 dégâts, c'est triste. Pas beaucoup. Je rappelle le Rutor avec un point américain, il tape à 8 déjà, et il vaut 20 points de moins. Et avec un seuil de plus 1, de plus 2 pour toucher du coup. Bot, déluge de coups, 6 PA, donc c'est un coup. Force plus 3 d de 5 dégâts cumulatifs jusqu'à la fin de la prochaine activation de l'adversaire. Si Socrate possède, et là ça va être en fonction de ses points de vie, donc de 40 à 28 PV, l'adversaire perd 1 en force. De 27 à 16 PV, l'adversaire perd 1 en CDF, c'est quoi? C'est Constitution, Dextérité, Constitution, Force. dextérité, force, oui. 15 à 1 PV, l'adversaire paye plus 1 PA toutes ses actions. En gros, c'est du contrôle et du nerf, mais en général, quand on joue une pièce à dégâts, on veut tuer quoi. Donc finalement, le meilleur nerf, le meilleur contrôle, on l'applique directement. Le décès de l'adversaire. Surtout que ça coûte 6 PA, hein, donc c'est le coût de 3 baffes, hein. Ah bah ça veut dire qu'il a plus rien pour se défendre derrière, il va compter sur ses PV quoi. Mais après ça joue un snowball parce que plus il se fait attaquer, plus ça le rend fort. Mais après 40 points de vie, constitution 8, c'est pas mal, mais c'est pas non plus... voilà, comme on disait, c'est à peu près ce qu'a Minos, et pourtant il se fait atomiser si il n'y a pas de potion d'éther. Hein. L'adversaire sait qu'il faut le tuer à tout prix. Analphabète ne peut pas lire des déchiffrés, donc ça se rajoute encore en plus à la liste des choses qu'il ne peut pas faire en scénario vu qu'il n'a pas de main. Berserker, plus 1 en force, plus 1 en A, moins 1 en constitution, tous les 12 perdus, et devient analgique en dessous de 28 PV. Donc en place, on est sur une figurine qui va perdre aussi en constitution, donc plus on la tape, plus ça sera facile de la toucher. Par contre, ouais, le plus 1 en force et plus 1 en agressivité fait qu'il aura des attaques qui font un peu plus mal par la suite. Force plus 3d de 5 dégâts, ça va faire quoi? Ça va faire, s'il n'est pas blessé, il va faire 6 et maximum 15, il va faire quoi? 21 dégâts pour 8 PA, pour 6 PA. Mhm. Et dernière attaque, il en fait 6 de plus, donc il fait 27 dégâts pour 8 PA si tout est aligné et qu'on fait que des critiques sur les. Enfin, qu'on fait que des 10 sur les dés de 5.
Des références qui font autant, ben c'est facile, c'est 3 attaques de Rutor. 4 Ouais. avec, pour atteindre 28. Mais c'est pas. Mais Rutor coûte pas 150. Et il coûte 130. Et c'est beaucoup plus facile à mettre en place et beaucoup plus stable. Et Rutor a des mains. Ouais. Et Rutor a des mains. Et il sait lire. Il paraît qu'il sait lire, ouais. J'ai entendu ça. Il paraît qu'il sait lire. Donc c'est un Socrate que je n'aime pas du tout, moi, personnellement. Surtout que le premier était tellement parfait que, paf, je le mets le plus bas Ouais. possible. Ça, ce syndrome, hein, pour ceux qui jouent à Guild Ball, ça sera le syndrome Pinvice en fait. Hein. A été magnifique et n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est un petit peu ça. Mais c'est une grosse ombre, hein, parce qu'il a changé de socle et tout, donc il est devenu massif. Mais massivement moins bon aussi, hein, tout à fait. Ouais, moi j'aurais tendance à le mettre aussi bas. Est-ce que tu es d'accord avec ce bêtière? Ouais, je suis d'accord, allez. Je suis d'accord. Parce que Rutor est au- Parce que Rutor... Rutor et Commode. Rutor et Commode sont au-dessus, donc du coup voilà, c'est Oui, ça en fait. c'est complètement logique au final. Bah, d'ailleurs, si tu veux, on reprend un petit peu cette logique. Euh, Vous verrez, donc on peut remarquer déjà une chose. Les darons mercenaires qui dépassent les 100 points. Le premier qu'on trouve dans notre tier list, nous, pour nous, c'est Minos, qui est en double S tier. Ensuite, c'est Kotalos, le duo pack et Rutor V1. Mhm. Enfin, version non imposant. Et ensuite, il faut descendre en A tier, notre 4ème catégorie sur 5, pour voir Hawkins, Bonnie, Commode et Rutor Colosse. Et enfin, on a Socrate en B. Ouais. Donc on est cruel quand même avec les darons des mercenaires. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce Ça que fait. c'est pas logique dans une faction où il n'y a pas beaucoup de combos entre les refs? Tu vois? C'est logique, et même au niveau historique, hein, c'est logique. Hein. Chacun amène sa pierre à l'édifice, etc. T'as pas forcément de gros leaders comme chez les Sundar qui vont booster, ou les Quintor, où t'as un gros chef de la milice qui va arriver. Là non, c'est Exactement. mercenaire, chacun vient à la taverne pour apporter sa pierre à l'édifice, quoi. Je suis Donc c'est assez, vraiment dans je le suis assez fluff. Hein. d'accord. Ouais. Je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, en Sundar, les darons, c'était les darons qu'on notait très très haut. Il y avait quelques, d'accord, il y avait quelques refs qui étaient très très hautes aussi, d'accord, qui n'étaient pas darons. Mais il y avait beaucoup de darons sur toute la tier list. Alors que là, ils commencent bas et on voit que la pyramide, c'est vraiment une pyramide. Quoi. Il y en a un en haut, après deux, puis après trois ou quatre, et puis il y a un petit dernier à la fin, quoi. Et Mhm. c'est clair. Ouais. Et du coup, les références les plus intéressantes, c'est une référence à combo, justement, une des rares références à combo synergie chez eux, c'est une réduction de coût, tout simple. Hein. On reste chez Mercenaires, c'est pas compliqué. Qui est Dixon. Les génériques incroyables, hein, donc forcément on a le journal des chiens. On a Mae parce que c'est nommé qui a une qualité-prix démente, comme les pingouins. Et ensuite on va voir tout ce qui va être un peu plus subtil, contrôle et gêné, c'est-à-dire Kubilai, Notaire et Ratus, qui vont vraiment être des pièces plus ciblées dans certains match-ups, ciblées pour certaines choses, mais qui le font très très bien. Et ensuite en S, on va descendre sur des pièces qui, elles, sont un peu plus basiques, mais qui vont nécessiter un minimum de support pour être viables. Que sont Kotalos, comme on disait, parce que sans son combo, on défend trop bien. Les puces, parce que si on peut pas recharger plus vite, du coup les tirs vont se faire rares. Le duo pack, parce qu'il contraigne un petit peu le reste de la liste à construire. Et Rutor, Rutor, lui, c'est plus un peu différent, lui, c'est plus pour sa qualité à lui, quoi. Et ensuite, on descend sur les darons, et ce qui va nous gêner un petit peu chez eux, quoi. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette tier list une fois qu'elle est faite, là, qu'on l'a sous les yeux? Je pense qu'elle est très très bien. Enfin, qu'on a bientôt fait, enfin bien fait comme ça, mais surtout n'hésitez pas, hein, selon les combos, etc. Ça peut monter, ça peut diminuer, selon la vision du jeu de chacun, ça peut vraiment changer. D'ailleurs, c'est pour ça. Surtout n'hésitez pas à donner votre point de vue hein, sur Facebook, sur les réseaux, pour Mhm. vraiment discuter de ça. Chacun donne ses éléments, réponse. C'est le but de ces tier lists. Hein. Ces tier lists sont faites pour représenter les expériences de tout un chacun. On respecte tout style de jeu. Hein. Quelqu'un qui nous dit moi cette pièce je la trouve très forte, c'est très bien. Faut-il argumenter un petit peu quand même pour qu'on puisse faire avancer un peu le débat, qu'on puisse en parler, puis c'est très bien. Puis il n'y a pas de une seule possibilité, une seule Vérité. Ouais. vérité, tout à fait, dans le jeu. Non, non, il y en a beaucoup plus que ça. Donc du coup, faut pas hésiter à apporter votre pierre à l'édifice à vous aussi et dire moi je suis pas d'accord, je trouve que tel truc est beaucoup plus fort que ce que vous pensez. Regardez dans tel compo, regardez chez telle faction quand je l'embauche ou quoi, et vous n'hésitez pas, vous partagez ça avec nous. Voilà. Et puis bah voilà. Je On pense que pose- c'est un très bon mot de la fin. Hein. Bah oui. Et bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis, et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt. Allez, Ciao. ciao ciao.